On le sait, cette crise sanitaire a provoqué un creusement des inégalités patrimoniales. Alors à qui la faute et jusqu'à quel point les opinions publiques vont supporter ces écarts de richesse? Élément de réponse avec l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Alors les chiffres sont têtus, vous les avez, sur les écarts, sur le creusement de ces inégalités patrimoniales. C'est assez fou quand on voit les chiffres. Hein. Oui, alors on vient d'ailleurs d'avoir le dernier rapport de l'Institut de recherche sur les inégalités de Gabriel Zucman et d'autres qui montrent que la crise a accru les inégalités patrimoniales. On comprend bien pourquoi, fondamentalement. On a mis en place des politiques budgétaires très expansionnistes, des déficits publics très élevés. On les a financés par la création monétaire, ce qui était normal, puisque si on ne l'avait pas fait, ça aurait fait monter les taux d'intérêt, ça aurait été très contre-productif. Ceci a réduit les inégalités de revenus. On a maintenu le revenu d'à peu près de tout le monde. On a évité qu'il y ait des pertes d'emplois. Il y a plus d'emplois en France aujourd'hui qu'avant la Covid, ce qui est quand même impressionnant. Donc les inégalités de revenus ont été stabilisées et même probablement elles ont un peu baissé pendant la crise, ce qui est absolument exceptionnel. Mais le prix à payer, c'est l'ouverture des inégalités de patrimoine, parce que comme on a eu des taux d'intérêt extrêmement faibles, il y a eu une ruée sur les actifs qui avaient des rendements plus élevés que les obligations. Actions. Donc les actions, l'immobilier, toutes les entreprises, le private equity, les infrastructures, le verre, etc. Tous ces actifs procurent des rendements plus élevés que les obligations qui procurent des rendements nuls. Et donc, on a eu une très forte hausse des prix des actifs. 10% des plus riches détiennent, c'est la moitié du patrimoine. Détiennent la moitié du patrimoine mondial, oui. C'est dans le monde, ça. Et c'est bien plus que ça aux États-Unis, bien sûr. Les deux pays les plus inégalitaires, c'est les États-Unis et la Chine. L'Europe, et en particulier la France, sont moins inégalitaires. Mais enfin, même en France, on a une forte augmentation. Bref, les cours boursiers, le CAC est de mémoire 12 ou 15% plus élevé qu'avant la Covid. Les prix de l'immobilier ont augmenté de 7% en un an. Donc évidemment, tout ça enrichit ceux qui ont des patrimoines, quoi. Mais c'est pas un enrichissement voulu, c'est un enrichissement monétaire, quoi. C'est lié aux politiques de taux d'intérêt très bas. Et donc cette concentration, elle est évidemment problématique. Et d'ailleurs, il y a des pays qui ont voulu s'attaquer, entre guillemets, qui ont voulu corriger ces explosions des inégalités patrimoniales. On a même Joe Biden qui voulait le faire, qui ne l'a pas vraiment fait. Alors après, il y a un débat entre économistes pour savoir si c'est... il y a d'autres arguments après pour prendre des politiques publiques dans le domaine des inégalités. Mais il y a le débat entre économistes, c'est de savoir si on parle simplement d'une question éthique, d'équité. Donc on n'aime pas les inégalités patrimoniales par construction, quoi, parce que c'est pas bien, quoi, qu'il y a des gens très riches et des gens très pauvres, ou bien si c'est une question d'efficacité économique. Évidemment, l'argument est plus fort s'il est à la fois éthique et d'efficacité. Or, évidemment, il y a un problème d'efficacité économique. Si vous concentrez incroyablement la richesse dans très peu de mains, ces personnes très très riches, elles n'ont pas accès à tous les projets d'investissement. Elles auront accès à un nombre très limité de projets d'investissement, donc il y a plein de projets d'investissement qui ne seront pas financés. Alors d'où des idées qui circulent, par exemple, vous savez, de donner un petit patrimoine à tous les jeunes quand ils commencent à travailler, quoi, en disant ils veulent créer leur boîte, on les aide, enfin voilà. Et regardez que les milliardaires américains font n'importe quoi avec leur argent, quoi. Ils vont faire des sauts de puce dans l'espace avec leurs potes, enfin donc tout ça, voilà, on voit bien que vous réduisez le champ des opportunités d'investissement qui trouvent un financement en concentrant la richesse. Voilà, donc on a envie de réduire les inégalités de patrimoine. Alors ensuite, le deuxième argument qui va jouer aujourd'hui et qui va aboutir à la même conclusion, c'est que les États ont besoin d'argent. Les États ont besoin d'argent parce que... il faut financer beaucoup de choses. Ils veulent financer la santé, ils veulent maintenant faire des politiques redistributives pour compenser la hausse des prix de l'énergie qui vient de la transition énergétique, et ça va être un problème durable. Ils veulent financer l'innovation mieux, ils veulent financer la réindustrialisation, ils veulent aider les jeunes. Voilà. Bon, donc il faut plus de recettes fiscales. Donc il faut que les États aient besoin d'argent. Voilà. Donc vous êtes dans une configuration où le gouvernement moyen de l'OCDE se dit, j'ai un problème d'inégalité patrimoniale, et c'est pas que un problème éthique, c'est aussi un problème... Qui sont acceptés par les opinions publiques, ces oui, inégalités patrimoniales. Les opinions publiques, quand vous regardez, il y a des enquêtes par exemple, qui sont faites en France, on demande aux Français, qu'est-ce qui, d'après vous, quels sont vos soucis les plus importants? Alors, de façon assez intéressante, aujourd'hui, il y a c'est l'école. C'est quand même un truc assez intéressant que les Français disent que l'école est le truc qui les inquiète le plus. Après, vous avez en général le pouvoir d'achat, et vous avez les inégalités, vous avez la santé, enfin voilà. Et les inégalités, oui, ça apparaît assez haut dans les priorités.
On sait d'ailleurs, sous les travaux de Stéphanie Stancheva à Harvard, que les inégalités sont d'autant moins bien acceptées que la mobilité sociale est faible. Ouais. Et la mobilité sociale, elle est très faible en France, par exemple, et aux États-Unis aussi. C'est fait de rêver, de se dire qu'un jour, on sera, nous, voilà. Si vous pensez que vos enfants seront riches, vous acceptez qu'il y ait des riches. Mais si vous pensez que comme vous n'êtes pas riche, il n'y a aucune chance que vos enfants soient riches, vous voulez lutter. Donc voilà, donc la demande de réduction des inégalités, elle est alimentée aussi par la faiblesse de la mobilité sociale. Et puis donc les États, ils ont cette demande collective assez forte de réduction des inégalités de patrimoine à niveau, ce n'est pas les inégalités de revenus, et ils ont besoin d'argent. Alors comment est-ce qu'on peut aller dans le sens de la correction de ces problèmes? Il y a des mécanismes privés. Qui en taxe? Oui, alors il n'y a pas que la taxe, on peut aussi avoir des mécanismes privés. Donc par exemple, il y a beaucoup d'économistes dont je suis qui suggèrent d'augmenter considérablement l'actionnariat salarié. En France, l'actionnariat salarié, les salariés des entreprises du CAC 40 détiennent 3,2% du capital des entreprises. Donc c'est pas mal, mais si c'était 15, vous voyez qu'ils bénéficieraient beaucoup plus de l'enrichissement. C'est la France. Le salaire de CAC 40, c'est oui, pas... mais vous pouvez étendre ça même aux entreprises non cotées. Vous pouvez trouver des modalités, des actions sans droit de vote, par exemple. Et donc vous pourriez donner beaucoup plus... Qui sont données ou qui sont achetées Alors on les donne. Là, il s'agit de donner des actions. Donc on dilue les actionnaires anciens. C'est bien, c'est de la redistribution. Au lieu de faire de la redistribution de revenus par l'impôt, vous faites de la redistribution de patrimoine par la distribution du capital, quoi. Sans droit de vote. Alors, dans les PME, dans les boîtes cotées, c'est avec droit de vote, c'est des vraies actions. Et dans les PME, ça peut être des actions sans droit de vote. Ça peut être des actions, d'ailleurs, que le salarié n'a le droit d'avoir que quand il est salarié de la PME. Il doit les vendre quand il s'en va. Vous voyez, donc, c'est un truc qui reste dans l'entreprise. Mais on peut trouver des modalités pour rendre tout le monde bénéficiaire. Il y a des pays déjà qui font ça. Non, non. Mais nous, on est même, la France est même en avance. C'est-à-dire le taux d'actionnariat, la proportion des actions détenues par les salariés en France, c'est nettement plus élevé que dans beaucoup de pays. Il y a plus d'actionnariats salariés en France. Enfin, 3,2%, c'est pas beaucoup, quoi, je veux dire. Alors, le top de mémoire, c'est Bouygues, qui doit être à 13. Mais enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à 1, 2, enfin, donc c'est assez petit. Donc, on peut faire ça. Donc, il y a des solutions privées qui sont pas... Et puis, alors, après, évidemment, il y a les États qui peuvent décider de retaxer intelligemment le revenu du capital. Quand on peut taxer intelligemment, alors, il faut faire ça intelligemment. Qu'est-ce qu'on entend par le capital et les plus le aisés? problème, c'est... alors, la grande difficulté conceptuelle, c'est qu'il faut taxer les rentes. Et il ne faut pas taxer, et pas toutes les rentes. Si quelqu'un trouve un vaccin ARN messager, c'est normal qu'il s'enrichisse. Donc, vous n'allez pas l'assassiner de taxes. Si quelqu'un simplement vit sur un patrimoine qu'il a hérité de ses parents et puis en plus monte parce que la BCE a mis les taux à zéro, c'est une vraie rente. Il y a une rente intergénérationnelle et il y a une rente, monétaire, quoi. Et celle-là, il faut la taxer. Et celle-là, il faut la taxer. Alors la grande difficulté, c'est de taxer les rentes injustifiées sans taxer les rentes d'innovation. Et on sait faire. C'est pas si simple que ça, mais on doit pouvoir y arriver, quoi. Je veux dire, c'est une question d'abord de durée de détention du patrimoine. Voilà. Puis peut-être on peut essayer d'être intelligent, mais il faut essayer de faire cet effort-là, quoi. Si vous le faites pas, si on fait rien, vous allez avoir un mécanisme boule de neige qui va continuer ce processus où, à la fin, il y a une personne qui détient la richesse du monde, quoi, je dirais. Donc, voilà, à l'infini. Mais le truc est boule de neige parce que le rendement du capital est beaucoup plus élevé que la croissance économique. Ouais. Donc, quand vous détenez du patrimoine, ce patrimoine croît plus vite que le PIB, quoi. Donc, forcément, vous avez quelque chose qui est... La richesse totale du monde... en 1990, c'était 2 années du PIB du monde. Aujourd'hui, c'est 7 années du PIB du monde. Parce que le rendement du capital est beaucoup plus élevé que le taux de croissance de l'économie. C'est lié à la financiarisation de l'économie. C'est lié à ça, et puis lié maintenant aux politiques monétaires qui vont monter à toute allure les prix des actifs, quoi. Il faut se résoudre à l'idée que dans les prochaines années, les riches et le capital sera plus taxé. À nouveau, il faut le faire intelligemment. Il faut le faire sans tuer la croissance, quoi. Alors, il y a une solution anti-rente qui est peut-être efficace et qui n'est pas de la taxation, c'est la concurrence. Parce que finalement, si un grand nombre de rentes sont assis sur l'absence de concurrence. Pensez à quoi? Les milliardaires de la tech américaine, assez souvent, c'est parce qu'ils ont des positions dominantes. Et donc, vous dites... Et qui rachètent tous les acteurs. Tous les concurrents potentiels. Donc peut-être qu'une pratique beaucoup plus stricte de la concurrence, sans passer par un impôt, serait quelque chose... C'est plus long à mettre en place. Non, enfin, on peut décider et alors, simplement, il faut une conception très différente de la concurrence. La concurrence,
de papa, je veux dire, c'est vous n'avez pas le droit d'avoir plus de X% de part de marché dans un marché. Et ça, c'est pas très malin parce que ça empêche qu'il y ait des grandes entreprises efficaces. La bonne concurrence, c'est de vérifier que le marché est ce qu'on appelle contestable. C'est-à-dire que vous n'empêchez pas un concurrent de rentrer. Alors que la pratique de position dominante aujourd'hui, c'est d'acheter... C'est plus difficile aussi. Oui, mais c'est plus difficile. C'est du boulot d'autorité de la concurrence moderne, quoi. C'est de vérifier qu'une entreprise n'est pas en train de nettoyer tous ses possibles concurrents en les achetant très vite pour qu'ils ne deviennent pas des concurrents, quoi. Ça, c'est quelque chose que normalement... On ne peut plus baser la concurrence simplement sur l'analyse des parts de marché, parce que vous avez aussi besoin de grands groupes, et puis il y a des marchés où il est assez naturel qu'il y ait des grandes entreprises, ce qu'on appelle des monopoles naturels. Par contre, c'est ce qu'on appelle la contestabilité, le fait qu'il faut qu'il y ait des gens qui puissent rentrer avec un meilleur produit et manger. C'est plus difficile quand même à mettre en place. C'est plus difficile, mais il faut faire cet effort. Et peut-être que si on fait ça, alors on peut régler le problème d'inégalité par une concurrence intelligente et pas simplement en taxant le capital. Joe Biden avait ce projet de taxer encore une fois les plus riches, il n'a pas réussi. Bah non, parce que d'abord, ils ne sont pas d'accord. Non, mais c'était dans son programme. En plus, c'est les États-Unis. Donc, à nouveau, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, la perception collective est très différente vis-à-vis de l'impôt en Europe qu'aux États-Unis. Même dans le Parti démocrate, vous avez énormément de gens aux États-Unis qui ont une très très forte hostilité à l'impôt, ce qui n'est pas le cas dans la social-démocratie européenne. Donc, c'est plus facile de faire ça en Europe qu'aux États-Unis, évidemment. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication et point de vue signé par Patrick Artus. Merci, Patrick. Merci, David. Salut.